Alors, rebonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que la semaine, elle débute bien. Bienvenue à cette nouvelle session sur la thématique éducation et transformation durable, former, mobiliser et raconter la transition, qui sera animée par le docteur Sausen. Donc, alors, en général, nous avons, comme vous le savez pour certains, mais je vais le rappeler pour les nouvelles personnes qui viennent de se connecter, nous avons une quarantaine de minutes pour, comment dirais-je, pour la présentation. On va dire 30 à 40 minutes et ensuite on a une vingtaine de minutes, 20 à 30 minutes pour la discussion, pour les échanges. Afin que ce soit plus convivial, n'hésitez pas, comment dirais-je, à réagir via le chat tout au long de la session, que ce soit par des émoticônes, des commentaires, des remarques, des questions. Voilà. Et aussi, voilà, chacun d'entre nous, chacun d'entre vous pourrait vous présenter via le chat. Voilà, parce que l'idée aussi, c'est de connecter, de faire connaissance et après de pouvoir, pourquoi pas, créer des synergies. Voilà. Docteur Sausen, je te laisse la parole. Merci. Merci beaucoup, Safi. Alors, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais me présenter rapidement. Je suis universitaire, donc enseignante chercheuse à l'ISG de Tunis. Donc, je suis universitaire depuis 18 ans maintenant. Et j'ai un doctorat en marketing et donc je suis spécialisée en marketing responsable et stratégie de communication et transition durable. Je suis aussi membre du bureau exécutif du think tank RSE, co-responsable du pôle formation et jeunesse. Et je suis aussi board member de Tunisia Green Building Council. Donc c'est un réseau, c'est une ONG qui appartient à un réseau mondial, donc de Green Building Councils à travers le monde, notamment en Afrique et en région MENA, en Europe, pour militer. On milite pour des villes et de la construction plus durable. Je suis aussi consultante et formatrice. J'accompagne les entreprises et les programmes internationaux dans leur stratégie de communication à impact social et environnemental et dans leur transition durable. Donc voilà. Comme a dit Safi, donc on va essayer de faire en sorte que ça soit interactif. Donc n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions. Vous pouvez les noter dans le chat ou lever la main et Safi fait très très bien un rôle de modération et je la remercie pour ça. Donc voilà. Donc aujourd'hui, l'atelier va porter sur ça, effectivement, sur le marketing responsable. On va essayer de questionner de voir comment on peut sensibiliser, comment on peut mobiliser et raconter la transition. Alors, avant de commencer, j'aimerais bien vous poser une petite question. Alors, selon vous, peut-on vraiment parler de marketing responsable aujourd'hui? Vous pouvez répondre dans la discussion. Donc, est-ce que selon vous, euh, on peut parler de marketing responsable aujourd'hui? Oui, non, pourquoi? Je suis curieuse de voir vos réponses parce que je sais que le sujet porte à des controverses et justement, on va essayer aujourd'hui de tirer le bon grain d'ivraie et d'éclaircir un peu les choses à ce niveau. Je ne sais pas, Safi, si on commence à avoir des réponses dans la discussion parce que j'ai pas accès au chat. Non, pas encore. Nous n'avons pas encore de réponse, mais étant donné que, voilà, nous sommes nombreux à être connectés, donc je vais désigner, voilà, des participants qui vont pouvoir alimenter cette riche discussion. Alors, je vais choisir Monsieur Amadou Labarane.
Peut-on vraiment parler de marketing responsable aujourd'hui, selon vous, Amadou? Est-ce que le marketing peut être responsable, Amadou? Alors, merci beaucoup, merci Madame Safi de m'avoir choisi. Bonsoir à toutes et à tous et je tiens Bonsoir. encore à dire merci à, à Dr Samson, n'est-ce pas, d'avoir accepté de partager, n'est-ce pas, sa connaissance avec nous, sa lumière, je veux dire, avec nous. Alors, parlant du marketing, le marketing dit aujourd'hui responsable, n'est-ce pas, a vraiment sa place, n'est-ce pas, dans notre société. Pourquoi? Parce que c'est le marketing responsable, en réalité, c'est ce marketing euh, qui a une certaine, si je peux dire, manipulation positive. Moi, je vois de cela une manipulation positive, une façon, n'est-ce pas, de parler de ce qui est vrai, de relater réellement, n'est-ce pas, les faits. Et si nous rentrons aussi dans le domaine, si je peux dire, écologique, nous allons voir que le marketing euh, responsable, n'est-ce pas, c'est ce marketing qui valorise réellement des pratiques durables telles que ces pratiques sont. Donc, pour ma part, le marketing responsable a véritablement sa place aujourd'hui dans notre écosystème environnemental. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette réponse très claire et effectivement, je pense qu'on est d'accord que le marketing responsable a sa place aujourd'hui malgré les controverses justement. Et on va essayer de comprendre un peu quelles sont ces controverses. Donc je ne sais pas si il y a une deuxième intervention ou on peut passer. Alors, je vais choisir un second intervenant. Je vais choisir Ibtissem, une femme cette fois-ci. Merci pour m'avoir donné, mais je suis un peu malade, donc si je peux passer. Merci. D'accord, merci Merci Ibtissem. à vous. On va choisir Sarah. Ouais. Oui, bonsoir Safi, bonsoir tout le monde. Salut Sarah. Ben oui, moi je crois que qu'on peut parler de marketing responsable. Par exemple, je prends le cas de notre domaine d'activité. Nous sommes dans la télécom. Ici, lors du montage des offres, qu'est-ce qu'on fait? On fait des offres très inclusives, c'est-à-dire on tient compte des personnes qui n'entendent pas, des personnes qui ne voient pas pour monter les offres. Et aussi dans la communication. Oh, pardon, Ça coupe un peu. j'avais coupé mon micro par Oui. Non, vous avez inadvertance. perdu. Hmm. Et donc voilà, pour moi, le marketing responsable a bien sa place et c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs. Merci. Merci beaucoup, Super, merci Sarah. Sarah. Et merci effectivement pour cet exemple inspirant dans les télécommunications. Effectivement, on parle de ciblage inclusif et de produits inclusifs et services inclusifs. Et donc, il faut pas penser qu'au chiffre d'affaires et ce qui est naturel en business évidemment, mais faut pas oublier aussi d'inclure les catégories de consommateurs qui peuvent être marginalisées par moment et oubliées par certaines entreprises. Donc voilà. Alors c'est rassurant, hein. Je pense que les participants aujourd'hui croient au marketing responsable et c'est tant mieux parce qu'en fait le marketing a beaucoup de rôles à jouer aujourd'hui et je pense, il faut repenser le marketing et le re-questionner parce qu'il peut vraiment avoir un impact très positif aujourd'hui. Donc je vais commencer par ce paradoxe majeur en fait. Beaucoup d'études l'ont montré, mais là je cite en particulier une étude d'Edelman ou de PwC 2023. En fait, il y a ce gap en fait. Les consommateurs déclarent qu'ils veulent consommer durable. 75% des consommateurs veulent vraiment consommer durable, mais
En contrepartie, 30% seulement font confiance aux engagements des entreprises. Donc il y a un gap entre les attitudes, donc ce que veulent les consommateurs, et en fait leur confiance dans les engagements des entreprises. Donc finalement, pour les entreprises, ce n'est pas un problème d'engagement, mais c'est une crise de crédibilité. Donc pour toute entreprise, il y a déjà 75% de consommateurs qui sont prêts à consommer durable, mais beaucoup ne croient pas au discours de l'entreprise. Donc, c'est vraiment ce gap et cette crise de crédibilité qu'il faut comprendre et qu'il faut réduire. Aujourd'hui, quand on parle de marketing durable, et vous l'avez bien souligné, cela est très lié à des enjeux business de taille. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour toute entreprise, avoir une stratégie marketing durable, c'est une stratégie gagnante parce que on va parler sur trois niveaux très importants pour l'entreprise. Donc les talents. On sait qu'aujourd'hui, pareil, beaucoup d'études l'ont montré. Je cite l'étude d'IBM. 67% des personnes sont enclines à postuler et 68% à accepter un emploi dans une entreprise durable. Et là, c'est encore plus frappant auprès de la génération Z. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les employés ou les futurs employés de la génération Z donnent beaucoup d'importance à l'image corporate de l'entreprise et de son éthique et de sa durabilité. Pareil pour les clients, on vient de voir. Donc, 62% des Gen Z préfèrent acheter auprès de marques durables et quand même 73% sont prêts à payer plus. Et on l'a vu dans l'atelier, le premier atelier sur l'approche RSE avec Julie. Là, il n'y a pas photo. Là, c'est une étude de Deloitte, plus de 80%, plus exactement 83% des investisseurs intègrent les critères ESG dans leurs décisions d'investissement. Donc, une entreprise, finalement, aujourd'hui, qui prend le choix de la durabilité, eh bien, elle va répondre aux attentes des talents, donc elle va recruter les meilleurs employés, elle va fidéliser les meilleurs clients et elle va avoir les meilleurs investisseurs. Donc aujourd'hui, ces trois partenaires ou parties prenantes ou stakeholders de l'entreprise n'attendent que de la crédibilité. Donc ils sont déjà convaincus par la durabilité. Maintenant, il faut les convaincre, il faut les rassurer, il faut qu'ils croient réellement que l'entreprise est réellement engagée. Euh, Aujourd'hui, je pense que le constat est unanime sur le changement climatique et son impact sur la biodiversité, sur la faune et la flore. Et on voit que malheureusement, les choses ne sont pas en train de s'améliorer. Donc là, ce que vous voyez, ce sont les limites planétaires. On parle de 9 limites planétaires. Et en fait, on est en train de les dépasser à une vitesse quand même assez inquiétante. Donc, en 2009, nous avons déjà dépassé 3 limites. En 2015, 4 limites. Et en 2023, 6 limites. Et mauvaise nouvelle pour nous aussi, la 7e limite planétaire est désormais dépassée en 2025. Donc, il nous reste encore 2 limites planétaires avant le point de non-retour. Cette 7e limite planétaire s'agit de l'acidification des océans. Donc on sait que quand il y a un excès de CO2 dans l'atmosphère, une partie est absorbée par les arbres, une partie est absorbée par les océans et une autre reste dans l'atmosphère. Mais quand il y a un excédent, justement, les océans vont absorber plus que ils n'en ont besoin en CO2 et ça crée l'acidification des océans. Et donc quand les océans sont plus acides, le premier impact, c'est la biodiversité marine et donc tous les animaux marins à coque donc ne vont plus pouvoir former la coque qui a besoin de calcium et donc ça va vraiment rompre toute la chaîne malheureusement et donc avoir des effets irréversibles. Donc malheureusement pour cette limite planétaire, très rapidement, je pense que on est tous conscients aussi donc et de ces constats, notamment à travers le rapport de la GIEC. La GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, mandaté par les Nations Unies. Et donc, il publie régulièrement des rapports que vous pouvez tout à fait consulter. Et ces rapports, vraiment, notamment le dernier, publié en mars 2023, tirent vraiment la sonnette d'alarme parce que là, ils vont compiler toutes les études scientifiques climatiques, ils vont faire donc une analyse donc tirer des conclusions et faire des projections. Donc, on nous dit que l'Antarctique se réchauffe 3 fois plus vite que le reste du monde. Les 8 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées.
on fait tous, donc à des degrés différents, mais à une pénurie d'eau et une sécheresse de plus en plus marquée. On parle de 400 millions de personnes qui seront confrontées à des pénuries d'eau, donc avec un réchauffement limité à plus de 2 degrés, une baisse de 4 à 10% de la production donc agricole. Et qui dit baisse de production agricole, forcément, on a 130 millions de personnes qui risquent de tomber dans la pauvreté extrême, malheureusement, d'ici 2030. Vous voyez, donc les enjeux sont vraiment énormes. Et donc aujourd'hui, le constat pour les entreprises, pour les consommateurs, pour nous citoyens, c'est qu'on est face à ce double constat. Donc il y a les entreprises cherchent donc une croissance illimitée. Donc c'est une course effrénée vers la vente et la croissance, alors que les ressources sont limitées. Forcément, on est en train de les épuiser à une vitesse quand même assez vertigineuse. Donc c'est un peu un dilemme économie et écologie. Et on va voir que quand on pense d'une manière stratégique et quand on pense marketing stratégique durable, eh bien, on peut concilier tout à fait l'économie et l'écologie et l'un n'empêche pas l'autre. On va montrer que beaucoup d'exemples existent d'entreprises et de start-up et de petites PME comme pour les grandes entreprises qui ont réussi à croître et à créer de la valeur tout en ayant un impact positif sur la société, sur l'environnement. Donc aujourd'hui, quand j'ai posé la question au départ, peut-on parler de marketing responsable dans un modèle qui pousse à surconsommer? C'était ça ma question, parce que le marketing jusqu'à là a joué ce rôle de pousser à la surconsommation. Donc je vais passer rapidement. On est quand même dans une société de surconsommation. J'achète donc je suis. Hein. Donc on présente notre identité, notre façon d'être à travers nos biens, les biens qu'on possède, etc. Donc je vous donne un chiffre à titre d'exemple. Au Moyen Âge, un individu reconnaît toute sa vie, hein, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, entre 200 à 300 objets. Aujourd'hui, un Allemand en moyenne possède 10 000 objets. Vous voyez un peu donc la société de surconsommation dans laquelle on vit. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tous ces objets qu'on possède? C'est ça la question. Et qui nous pousse à les acheter? C'est ça la deuxième question. Il y a quand même l'obsolescence programmée. On sait qu'un smartphone a une durée de vie moyenne estimée à 2 à 3 ans. Et malheureusement, ben, le reste, ça finit en déchets électroniques. Donc, on a plus de 5,3 milliards de téléphones qui sont devenus des déchets électroniques. Et malheureusement, l'Afrique aurait accueilli 67 millions de tonnes de déchets électroniques en 2017. Alors, Parler un peu euh, de l'impact un peu du marketing sur la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Donc, on est donc quand même dans une société de surconsommation. J'ai parlé de l'obsolescence programmée et donc tous les appareils électroménagers aujourd'hui ou électroniques ont une durée de vie limitée qui fait qu'on a de plus en plus de déchets électroniques malheureusement qui finissent pour la plupart en Afrique. Donc le marketing aujourd'hui, pareil, hein, donc il crée un peu les modèles de désir et de normes un peu artificielles aujourd'hui, c'est-à-dire que le marketing il définit un peu ce qui est désirable, ce qui est cool, ce qui est socialement valorisé. Il crée un peu les tendances. Donc il s'agit plus de vendre un produit, mais on essaie de vendre une identité, un statut, un mode de vie. Et donc, on va aller jusqu'à créer des besoins fictifs voilà, pour des problèmes inventés. Ça peut être des produits de beauté pour des problèmes de peau qui n'existent pas. Et donc, on va un peu faire de la pression sur les consommateurs et malheureusement sur les catégories les plus marginalisées, notamment les femmes, les jeunes, pour toujours avoir cette peau parfaite, ce corps idéal, cette réussite affichée, cette jeunesse éternelle. Et ce sont des standards que on sait qu'on ne peut pas arriver à atteindre en continu. Et donc, ça crée de la frustration et beaucoup de problèmes d'anxiété, etc. Aujourd'hui, de marketing aussi, on parle de l'économie de l'attention. Donc, aujourd'hui, la chose la plus chère au monde, c'est la data. Donc, l'attention est devenue une monnaie. Donc, les marques, les plateformes de réseaux sociaux, les influenceurs veulent se battre tous pour avoir notre attention, notre engagement, nos yeux et nos clics. Et donc, le marketing ne cherche plus seulement à informer, mais il cherche à nous retenir, en fait, sur les plateformes, à créer de la dépendance. Et là, il y a plein, malheureusement, de mécanismes donc tout ce qui est une push notification, donc pour jouer sur le fear of missing out, le scroll à l'infini, les algorithmes personnalisés, ce qu'on appelle les pink bubbles, donc les bulles de confort. Donc on vous sert ce que vous aimez pour ne pas vous frustrer.
et un peu la gamification. Donc, on crée un peu de la dépendance et un peu des mécanismes d'addiction. Ils sont notamment relevés, si vous avez le temps de regarder le film documentaire de Social Dilemma sur Netflix. Donc, il parle très bien de ce phénomène par des anciens ingénieurs, etc., qui ont travaillé pour les GAFA et pour donc euh, Amazon, Facebook, etc., Instagram, etc. Donc l'idée ici, c'est que euh, justement le marketing est perçu comme ça et c'est pour ça que quand je demande est-ce que le marketing peut être responsable aujourd'hui, heureusement que vous avez dit oui et exactement, c'est un grand oui parce que aujourd'hui, il faut déconstruire cette image de marketing et il faut montrer que on peut, tout ça on le fait pour créer justement de la croissance et donc, c'est pour des objectifs business. Et aujourd'hui, le marketing peut très bien continuer à générer de la valeur pour les entreprises, mais tout en pensant quand même donc à l'impact que l'entreprise peut avoir sur les sociétés et sur l'environnement. Donc, je vais parler notamment de l'Afrique, hein, notre continent. Et là, on sait que notre continent vraiment fait face à de gros défis. On émet vraiment moins de 4% de CO2 mais on fait partie des régions les plus exposées quand même au changement climatique et les plus vulnérables au changement malheureusement, notamment au niveau de l'agriculture, de la pénurie de l'eau, de l'urbanisation et de l'immigration, donc pour justement faire face au changement climatique. Donc il y a une vraie pression aussi démographique et urbaine. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a beaucoup d'opportunités sur notre continent. On a 60% du potentiel solaire mondial. Et on n'en a exploité que seulement 1%. Vous voyez un peu le potentiel énorme. La Banque africaine de développement parle aussi de la création de 12 millions d'emplois verts possibles d'ici 2030. Voilà comment elle était vraie. Et donc, on a aussi, vous savez, l'Afrique, c'est le réservoir des jeunes du monde. D'ici Excusez-moi, s'il vous plaît, pardon, Saucen. Les personnes qui ne prennent pas la parole, je vous en prie, n'oubliez pas de vous mettre en mute. Sinon, après, voilà, Saucen, elle va être perturbée. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci, Saucen, vous merci à pouvez toi, Sophie. continuer et surtout aussi, n'oubliez pas de prendre des notes parce que vous allez recevoir, voilà, à travers moi, et c'est Saucen qui le préparera, un test de connaissance, une évaluation de connaissance qui vous permettra de recevoir une attestation comme une sorte de certification, voilà, de cette session animée par notre cher docteur Saucen. Donc, très important de prendre des notes aussi. Merci. Merci Safi. Donc je disais que l'Afrique sera le réservoir de jeunes du monde. On aura 2 milliards d'habitants en plus d'ici 2050, dont 1 milliard de l'Afrique, et dont près de la moitié qui auront moins de 18 ans. Vous voyez un peu le potentiel. Pourquoi j'en parle quand je parle du marketing? C'est pour dire que cette transition en Afrique, elle doit être sûrement technologique, mais avant tout aussi humaine. Et c'est seulement nous. Hommes et quand je dis hommes avec H majuscule, donc femmes et hommes de l'Afrique qui devront porter cette transition par nous, citoyens consommateurs, mais aussi par les entreprises. Et donc là, je pose ma deuxième question. Cette transition-là, donc on a parlé un peu des enjeux climatiques et de l'obligation de cette transition écologique qui est en cours, mais qui est quand même, qui avance lentement, on va dire. Est-ce que cette transition représente un défi ou une opportunité pour les entreprises aujourd'hui? J'ai repéré une petite faute, je vais profiter pour la corriger. J'en Voilà. profite, Saucen, tu peux remettre la slide précédente, s'il te plaît, pendant que tu corriges cette faute. Oui. Ok, super, top. Vas-y, tu peux y aller. Merci. Alors, Saucen vient de nous poser une question. N'hésitons pas à réagir via le chat. Sinon, comme d'habitude, je vais désigner une personne. Et là, j'ai envie de désigner une dame. Et ce sera Roselyne. Bonjour Roselyne, est-ce que vous nous entendez? Selon vous, la transition est-elle un défi ou une opportunité? Je n'ai pas de retour de Roselyne, donc je vais désigner une autre personne. J'ai envie de désigner Plamédie. Est-ce que vous nous entendez, Plamédie?
je n'ai pas de retour de Plamedi. Je vais désigner une autre Je personne. pense qu'il y a des retours Lucien, dans le est-ce que chat. vous nous entendez? Lucien, Lucien, une fois, deux fois, trois fois. J'ai pas de retour de Lucien non plus. En fait, j'ai vu une réponse Alors, de Sarah dans la discussion qui dit que cette dans le chat, transition, oui, alors oui, il y a Franck aussi qui a répondu visiblement. Franck-Antoine indique que c'est une opportunité et Sarah indique que cette transition devrait représenter une opportunité aussi pour les entreprises. Donc, on a Sarah et Franck qui ont répondu. Merci Sarah et merci Franck. Et il y a Amadou qui lève la main. Merci Amadou. On vous écoute. Alors, merci beaucoup. J'aimerais dire quelque chose. Pour ma part, je pense que la transition aujourd'hui est en même temps, n'est-ce pas, un défi et une opportunité. Un défi dans la mesure où aujourd'hui, il est important, que ce soit pour les organisations ou même pour les entreprises, de se lancer, n'est-ce pas, de mettre ce qu'il faut en place afin de quitter d'un point A à un point B. Un point A dans la mesure où, n'est-ce pas, ces entreprises, ces organisations vont essayer de s'inscrire dans la durabilité, de s'inscrire, n'est-ce pas, dans une logique qui leur permettra de quitter de l'ancien, si je peux dire l'ancien système, à un nouveau système qui va permettre, n'est-ce pas, à ce que leur entreprise puisse, n'est-ce pas, connaître un certain nombre, je veux dire, de performances. Et c'est une opportunité dans la mesure où, lorsqu'aujourd'hui on comprend que il y a nécessité. Il y a nécessité de quitter d'un point A à un point B pour le bien-être de notre entreprise ou de notre organisation. Je pense que dans cette mesure-là, la transition doit être, n'est-ce pas, un défi et une opportunité. Donc, pour ma part, je pense que la transition, c'est un défi et en même temps une opportunité pour des organisations, des entreprises et bien d'autres. Excellent. Merci beaucoup Amadou. Saucen, tu as la main. merci Safi, merci Amadou. Je suis tout à fait d'accord avec toi. La transition, c'est aussi bien un défi et une opportunité. C'est un défi parce que quand une entreprise a des habitudes, c'est un peu difficile de changer la façon, le business model de l'entreprise, sa façon de fonctionner, de convaincre ses employés et ses actionnaires, etc., de changer des fois parce que l'obligation de changement carrément de business model. Donc c'est un peu complexe. Et on a vu qu'avec Julie dans le premier atelier, comment une approche RSE peut se faire progressivement par des priorités stratégiques et des choix qui se font avec un consensus et que ça soit un choix co-construit. Et c'est une opportunité parce qu'on sait que finalement, on l'a vu tout à l'heure, si on arrive à convaincre les meilleurs employés, les meilleurs clients et les investisseurs, forcément que c'est une opportunité pour l'entreprise. Donc c'est un choix à faire qui va être un petit peu douloureux au départ, qui va forcément euh, impliquer des concessions, un peu comme toute comme toute prise de changement, hein, mais finalement, les avantages seront là effectivement. Donc, d'où aujourd'hui l'importance de repenser le marketing. L'entreprise dans sa stratégie marketing, les équipes marketing dans une entreprise doivent dépasser les limites actuelles. Donc, il ne faut pas que le marketing soit opportuniste, hein. Il ne faut pas que ça soit vraiment dans du greenwashing, dans des discours vides, complètement déconnectés de la réalité de l'entreprise. Mais il faut que ça soit vraiment porté par, justement, une vraie approche de marketing responsable. Et là, on vient justement à cette triptyque éduquer, mobiliser et raconter. La transition en entreprise aussi se fait beaucoup à travers le marketing et la communication parce on est obligé effectivement
pour embarquer les gens et les pousser à agir et à changer de comportement, aussi bien en interne en entreprise qu'en externe avec nos partenaires et nos consommateurs. Il faut justement passer par ce funnel si on veut. Donc, on ne peut pas arriver à un changement de comportement sans qu'il y ait d'abord une compréhension, un engagement, une mobilisation d'abord. Donc, quand on parle de former et d'éduquer, et pareil, là, je parle aussi bien des consommateurs que des équipes en entreprise. Donc là, on parle du concept de brand activisme. Donc Kotler, qui est un peu le père du marketing, aujourd'hui parle donc de brand activisme. Il a complètement changé de paradigme, hein. Donc en marketing, on parle plus du marketing des années 50 ou des années 60. Donc aujourd'hui, le marketing ne doit plus seulement vendre, mais il a un rôle à jouer. Donc il doit aider les consommateurs à comprendre des enjeux et à faire des choix plus éclairés. Donc il faut vraiment éduquer le consommateur et on va voir des exemples inspirants donc, qui ont réussi à le faire. Le marketing et la communication aussi. Et donc là, la marque, à travers son brand d'activisme, en interne, doit aussi donc ne pas oublier ses équipes. Et donc la communication crédible commence vraiment en interne, hein. Donc on ne peut pas convaincre les gens à l'extérieur, donc nos consommateurs, nos partenaires, alors que nos équipes ne sont pas convaincues par ce qu'on fait. Donc là, faudrait que les équipes aussi soient formées, sensibilisées, alignées et engagées pour porter tous des messages donc cohérent. Donc c'est ça, on peut pas créer un changement sans comprendre, s'approprier, ensuite incarner ce changement. Je vais vous parler aujourd'hui de quelques exemples qui ont réussi dans cette approche. Là, ce que vous voyez, c'est la marque Patagonia. C'est vraiment une marque référence si on parle de marketing responsable. D'ailleurs, quand Patagonia ouvre une candidature pour un stage, elle reçoit des milliers de candidatures. Elle a vraiment une image, un succès, surtout auprès de la Gen Z, donc qui reçoivent vraiment des candidatures beaucoup plus que de grands groupes et de grandes marques dans le monde. Alors pourquoi justement c'est une marque de vêtements, de sportswear et de camping, etc. Et c'est une marque qui a pris en fait la responsabilité de sensibiliser ses clients. C'est-à-dire que cette marque ne va pas venir faire du push et essayer de vendre à tout prix ses vêtements et ses produits. Mais par exemple, ce que vous voyez là, la première affiche a été faite durant le Black Friday, alors que toutes les marques poussent les consommateurs à acheter. Patagonia a fait cette affiche, Don't buy this jacket. Donc, n'achetez pas ce jacket, ce blouson. Et en fait, ils expliquent en bas pourquoi. C'est-à-dire que vous avez sûrement d'autres vêtements chez vous qui peuvent très bien faire l'affaire. Et ils vous donnent des étapes à suivre. Voilà, ce que vous avez sûrement quelque chose à réparer, vous pouvez trier, etc. Vous pouvez acheter du second hand. Et ensuite, si vous n'avez rien à mettre, c'est à ce moment-là qu'il faut envisager un achat. Ce que vous voyez aussi toujours au niveau de cet axe, le premier axe formé, éduqué, là ce que vous voyez c'est une campagne Worn Wear. Donc ils ont fait une tournée. If it's broke, fix it. Donc si c'est cassé, si c'est abîmé, il faut le réparer. Et donc là, ils vont faire des tournées, ils vont apprendre aux gens de comment réparer avec des ateliers de couture, etc. et de récupérer des vêtements pour pouvoir les réparer ensemble. Donc là, on est vraiment dans une marque que vous voyez, donc là, dans une approche de d'éducation. Donc on est vraiment dans le brand activisme. Donc c'est une marque activiste qui pousse les consommateurs à changer leurs habitudes et qui les pousse donc à acheter moins et acheter intelligemment. Et cette marque, et ça n'a pas empêché la marque de ne pas réussir économiquement, hein. Je pouvais aller googler un peu. C'est une success story en matière de vente, en matière de croissance. Et c'est un exemple vraiment extraordinaire que je vous invite à aller explorer plus en détail. Euh, Maintenant, le deuxième axe justement de la communication, donc on a parlé de la formation, de l'éducation, de la sensibilisation. Maintenant, il faut savoir mobiliser. Donc comment engager, comment mobiliser aussi bien nos consommateurs que nos équipes. Donc on va pas seulement informer, mais on va essayer de rendre l'action possible, simple et accessible. Donc, en général, il y a des freins, hein. Donc pour changer de comportement et passer à l'acte. Le frein peut être le prix, par exemple, parce qu'un prix, par exemple, un jean plus durable, il coûte plus cher forcément, ou un bien n'importe lequel, si on veut acheter un blouson plus durable, forcément il coûte plus cher. Mais en fait, on peut réduire les freins en expliquant que
si vous achetez ce blouson, ça va durer des années. C'est par exemple une couleur intemporelle, parce que pour les marques qui font des produits durables, en général, on choisit des couleurs intemporelles, qui peuvent être du vert militaire ou du bleu, qui ne suivent pas forcément les tendances, qui sont des fois unisexes, avec des matières hyper durables, et donc qu'on peut garder pendant des années, et en général qu'on peut réparer séparément. C'est pas comme tout à l'heure pour un smartphone, là où la batterie est imbriquée dans le téléphone, et donc là, il faut jeter tout le téléphone. Mais en général, pour les marques durables, donc elle nous permet justement de pouvoir réparer séparément les composantes du produit. Donc là, on peut rendre l'action concrète, accessible et désirable. Pareil, si on a envie en interne de mobiliser nos équipes, eh bien, d'abord, on a dit, il faut les former, il faut les sensibiliser. Donc là, il faut qu'il y ait des ateliers qu'on construit, il faut que ça soit participatif. Donc des fresques de climat, en général, fonctionnent très bien pour sensibiliser les équipes aux enjeux climatiques. Il faut que les gens, en fait, prennent à cœur le sujet et soient mobilisés et soient contributeurs et relais du changement. Donc, il faut les impliquer pour qu'ils soient responsables eux-mêmes et pour qu'ils soient aussi actifs. Donc, ça peut être, comme j'ai dit, à travers des ateliers de sensibilisation, des espaces d'expression et de feedback. Il faudrait construire, par exemple, une approche RSE. Il ne faut pas qu'on arrive la greffer avec des consultants externes sans que ça soit adopté par l'ensemble des membres de l'entreprise. Donc, en général, il faut que ça soit vraiment from bottom to top, donc co-construit avec l'ensemble donc de l'entreprise. Ici, je vais vous donner un autre exemple d'entreprise qui a su mobiliser vraiment les consommateurs autour de ses produits et sans vraiment faire du push, ni du greenwashing, ni de faire de discours vides. Tout à l'heure, Sarah a parlé de ciblage inclusif. Quand on a de l'empathie envers le consommateur, quand on comprend réellement ses besoins, on n'a pas besoin de lui raconter des histoires. On va tout simplement lui proposer un produit et un service qui répond exactement à son besoin. Et donc, il va venir le chercher naturellement, sans push, sans forcing, ni rien du tout, sans publicité agressive, sans rien. Donc, l'idée ici, je vais vous parler de M-Copa. M-Copa, en fait, c'est une entreprise donc qui opère notamment au Nigeria, au Kenya, etc. Donc il y a vraiment, grâce à, en fait, à un business model très intelligent, donc qui via donc le paiement mobile, donc elle a fait des partenariats avec les acteurs telco, donc des pays dans lesquels elle opère. Elle propose des solutions concrètes et une adoption massive. Je vous explique, par exemple, pour le cas M-Copa Solar. M-Copa Solar, là, c'est vraiment le photovoltaïque. Donc, vous savez que pour beaucoup de pays en Afrique, on a encore un problème d'électrification et donc d'accès à l'électricité. Par exemple, notamment au Kenya, on a moins de 50% donc d'électrification dans le pays. Et donc, quand on parle de photovoltaïque et de panneaux solaires en général, on n'a pas d'empathie, de compréhension des besoins des gens et on essaie de leur vendre des concepts dont ils ne comprennent rien du tout et forcément ils vont pas adopter le photovoltaïque. Alors, ce qu'a fait M-Copa, c'est qu'elle a fait des kits. Je vais vous les montrer. Donc, c'est des kits comme ça qui vont vous permettre de faire fonctionner une radio, un chargeur téléphonique et deux ampoules. Et donc là, pour toutes les familles dans les zones rurales, cette marque a changé la vie des gens parce qu'elle leur a permis d'avoir accès à l'électricité et à leurs propres besoins, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de plus que ça. Déjà, pouvoir recharger son téléphone pour communiquer, avoir accès à l'information et dernièrement un téléviseur, donc une télévision. Euh, et là, vous savez pas à quel point ça peut changer la vie des gens, parce qu'on a compris exactement le besoin de ces gens-là. On a compris qu'ils peuvent pas se déplacer pour payer. On a compris qu'ils peuvent pas payer très cher une consommation électrique. Et donc, pour 2 dollars à peu près par mois, ils peuvent payer leur consommation d'électricité et donc payer ce kit solaire qui a complètement changé leur vie. Donc, vous pouvez consulter leur rapport sur LinkedIn ou autres canaux. Il y a même des vidéos YouTube. Là, vous pouvez voir un peu comment ça fonctionne, leur business model. Mais en tout cas, cette entreprise a permis à équiper plus de 3 millions de foyers en Afrique, donc de ces kits solaires.
Et ils ont mobilisé plus de 1 milliard de dollars de microcrédits et plus de 2 millions de tonnes de CO2 évitées. C'est pour vous dire qu'on peut mobiliser des consommateurs, qu'on peut mobiliser des investisseurs quand on a des business models responsables et empathiques qui comprennent un peu les besoins des gens, qui se mettent à leur place et qui leur proposent un pricing, un produit, une distribution, une communication qui leur convient et qui est sur mesure, voilà, à leurs besoins. Et finalement, la dernière étape, c'est raconter. En général, c'est ça ce qu'on fait en marketing. On raconte. C'est pour ça qu'on nous taxe de blablabla, de manipulation, de publicité mensongère, parce qu'on raconte des histoires. Et on a envie que ces histoires soient vraies, soient transparentes et avec des preuves à l'appui. Il n'y a pas plus engageant. Si vous voulez mobiliser, les gens sont là, ils vous ont dit, on veut consommer durable. Donc, ils sont convaincus. Donc, il faudrait juste être authentique, crédible et raconter l'histoire d'une manière sincère et ça fonctionnera. Donc, la communication, elle ne doit pas embellir. Elle ne doit pas euh, voyez, un peu retaper une réalité, la redorer, mais en fait, elle doit refléter la réalité avec des actions. On doit être authentique et c'est pareil en interne aussi. Donc, les équipes doivent être capables aussi, eux, de croire en leur entreprise pour être capables d'être des ambassadeurs aussi de l'entreprise, de raconter avec cohérence et crédibilité sa value proposition et son storytelling. Donc là, j'ai des exemples qui vous montrent qu'on peut raconter. Et là, l'enjeu, je vais revenir aux exemples. Je vais vous mettre l'enjeu. C'est pour les grandes entreprises, forcément, c'est le greenwashing. Parce que là, toutes les entreprises, on va les taxer. Oui, vous parlez de RSE, vous parlez de durabilité, alors que quand on regarde vos émissions CO2, ou votre empreinte carbone, ou quand on regarde, par exemple, au niveau de votre gouvernance, comment sont les salaires, etc. Donc là, forcément, donc toutes ces entreprises sont accusées de greenwashing. Mais on voit aujourd'hui beaucoup d'entreprises, grandes marques, qui sont en train de progresser et d'aller vers cette transition durable avec des exemples très inspirants. Maintenant, on sait que notre écosystème économique en Afrique est fait surtout de toutes petites entreprises, de PME, d'entreprises familiales, de start-up. Donc, ça fait plus de 90% de notre écosystème économique. Donc, une PME, une TPE, une start-up, en général, se dit, mais c'est pas mon affaire. Je n'ai rien à raconter dans cette histoire. Mais au contraire, en général, ces petites entreprises, ces petites structures ont beaucoup de choses à dire parce qu'ils font beaucoup sur le terrain et ils ont beaucoup de choses à raconter, mais en général oublient. C'est soit parce qu'ils n'ont pas les talents pour le faire ou le temps ou autre, et donc oublient de raconter leurs histoires autour de la durabilité. Et, euh, et malheureusement, c'est dommage parce que c'est très important de raconter, d'engager les gens autour de son histoire et de ce qu'on fait en interne de nos challenges au quotidien, enfin d'ouvrir un peu le black box et de raconter aux gens, et vous savez pas combien ça peut être efficace pour ramener des investisseurs, des clients, etc. Donc je vais vous montrer, et je vais finir par ces deux exemples. Donc je ne sais pas si le son va passer, je l'espère. Est-ce que vous entendez quand j'ouvre la vidéo? Est-ce que vous entendez le son? Non, le son On ne sort n'entend pas. rien, madame. Ah, dommage. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous partager le lien? Oui, en fait, je vais vous montrer. Alors, c'est sur YouTube. Juste. Donc, si vous mettez sur YouTube IKEA et la campagne Foreign Favors the Frugal, donc, euh, donc vous pouvez noter exactement ce qui est écrit. Vous retrouverez la vidéo. Vous pouvez la regarder plus tard si vous voulez. Je vais vous expliquer le concept de la vidéo rapidement. C'est bon, vous avez réussi à prendre note pour la vidéo? Oui, En fait, la merci, vidéo... Saucet. Merci. Donc la vidéo, vous allez voir, montre des gens dans leur quotidien
Ça, c'est bien sûr l'impact de l'homme, donc avec tous les déchets. Et donc, il y a un désastre qui va s'attaquer sur la Terre. Et donc, il y a des gens qui vont faire pas des gestes simples au quotidien. Par exemple, utiliser des boîtes en verre au lieu de boîtes en plastique. Donc, ils vont montrer des gestes au quotidien. Voilà, manger, vous voyez, on va pas verser l'eau, mais on va l'utiliser pour arroser les plantes. On va éteindre la lumière. On va changer des ampoules LED pour, voilà. C'est des gestes, des petits gestes au quotidien qui vont nous éviter la catastrophe. Donc, c'est un peu ça le storytelling. Famous, IKEA, the wonderful Donc, et des marques comme IKEA sont en train de changer leur business model parce que pour être durable, effectivement, pour tout ce qui est bois, etc., c'est très critique. Et donc, vous pouvez vous attarder un peu sur le cas IKEA pour voir ce qu'ils font en cette matière. Maintenant, je vais vous montrer un deuxième exemple inspirant qui est Dove. Dove, effectivement, parle de storytelling autour toujours de la femme. Tout à l'heure, on a parlé de marketing qui pousse les gens, vous voyez, à adopter des normes sociales un peu inaccessibles qui mettent la pression, notamment sur la femme, pour avoir cette peau parfaite, ce corps parfait. Et donc, Dove a vraiment combattu ceci. Je vais vous montrer, c'était vraiment ça, c'était il y a une quinzaine d'années. Donc, ce spot. Là, on montre une simple modèle, donc voilà, qui est tout à fait naturelle, et on va montrer comment on va la transformer petit à petit. D'abord par le maquillage, la coiffure. Donc, on va ramener toute une équipe qui va commencer à la coiffer, la maquiller. Voilà. Ensuite, on va passer à Photoshop et on va essayer de retoucher donc la photo. Voilà, pour que ça finisse, on affiche. Et donc, ce que vous voyez, on affiche réellement, ce n'est pas réel. Et la photo de la femme ne ressemble pas du tout donc à la vraie femme. Donc, il nous parle de la perception distorted, donc un peu complètement biaisée de la beauté, parce qu'on se fait une idée, on se compare en fait à Photoshop et à des choses complètement donc manipulées, photoshopées. Et c'est pareil, donc vous pouvez voir, un Dove a continué dans toujours cet engagement vers la beauté naturelle et l'acceptation de soi et l'estime de soi. Donc aujourd'hui, dans ce spot, cette vidéo, vous pouvez mettre euh, the code. Donc là, ça parle d'IA. Et donc aujourd'hui, la nouvelle génération, ils sont encore confrontés à des contenus qui sont générés par l'IA. Là, ils disent que 90% des contenus qu'ils sont en train de voir sont générés par l'IA. Et donc, dans ce monde un peu fake, Dove défend l'authenticité. Donc voilà, je vais vous montrer. Bon, j'ai un problème de connexion, donc ça fonctionne. Donc là, on dit que by 2025, donc d'ici 2025, enfin on est en 2026, l'intelligence artificielle va générer 90% du contenu en ligne. Donc, toutes les images qu'on voit sont générées par l'IA. Donc là, tout ce qu'on voit, cette dame est en train de connecter. Donc, et voici le prompt, Imagine G. Donc, voici ce qu'on génère comme photo aujourd'hui. Take a look and you see, your imagination. I will see without explanation. Et quand on ajoute Dove, là, ils vont montrer que Dove montre les gens avec leur vrai visage, leur vraie image. Voilà, donc avec les imperfections qu'on a tous, en tant qu'humains, nos rides, nos boutons, nos frisottis, tout ça.
Donc voilà, j'ai voulu finir par cet exemple de brand activisme, là où la marque sensibilise, mobilise et change les gens, justement, et c'est tout à fait possible et ça ne fait pas, aujourd'hui ça fait au contraire, Dove est apprécié pour ça. Donc c'est une marque donc qui prône la diversité des femmes dans toutes ses publicités euh, et qui et vous pouvez explorer, hein, il y a plein de contenus sur YouTube que vous pouvez voir sur des campagnes d'œuvres. Ils ont fait plein de campagnes partout dans le monde pour que les femmes s'acceptent telles qu'elles sont et que toutes les femmes sont belles telles qu'elles sont. Donc voilà le message de Dove. Donc, euh, donc voilà, je vais juste finir par une dernière question. Donc aujourd'hui, je repose la question, peut-on encore parler de marketing responsable sans transformation réelle? Est-ce qu'on peut faire, c'est-à-dire que si on ne repense pas les business models, la façon de faire de l'entreprise, de la marque, aussi bien en interne avec ses équipes que dans son business model, dans la façon dont elle approche les consommateurs, est-ce qu'on parle de marketing responsable ou on parle simplement de quelques petites actions mais de greenwashing ou même si on est porté par donc un engagement sincère. Mais en général, aujourd'hui, il suffit pas de faire des poubelles de tri ou d'une petite ruche sur le toit pour dire qu'on est devenu responsable. En général, la responsabilité implique qu'on soit beaucoup plus sensibilisé, mobilisé et qu'on s'engage tous, donc toutes les parties prenantes de l'entreprise pour penser à l'impact de nos actions sur la société et sur l'environnement. Donc voilà, je vous remercie et je suis à votre disposition pour les questions. Super, merci.